Ah. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette deuxième édition d'À travers les notes, une émission qui vous permet de découvrir des œuvres de compositeurs, de grands compositeurs et de petits compositeurs, des œuvres qui ne sont pas connues, ou alors des œuvres qui sont passées à côté des grands chefs-d'œuvre de la musique classique. On parle souvent des tubes, et c'est autre chose que je vais vous faire découvrir ce soir. Donc ce soir, on va parler d'Edvard Grieg. Edvard Grieg, c'est un compositeur romantique, né à Bergen en 1843, en été 43, et mort en septembre 1907, dans la même ville. Donc Grieg est un compositeur qui est très très apprécié par, la plupart des mélomanes. C'est un compositeur qui n'a pas grand-chose à jeter dans sa création. Il a composé soixantaine de pièces. Dans ces soixantaines de pièces, on trouve diverses œuvres, diverses formations. On a un petit peu de musique orchestrale, de la musique concertante, une seule musique concertante, musique de chambre, pas mal de musique de chambre, des pièces pour piano, de la musique lyrique, mais pas d'opéra, et ce fameux Peer Gynt pour chœur et orchestre. Peer Gynt qui est peut-être l'œuvre qui est la plus connue d'Edvard Grieg. Dans Peer Gynt, vous avez évidemment le tube Au matin, qui est la première pièce de la première suite de Peer Gynt. Vous avez aussi d'autres pièces comme, comment elle s'appelle, la très connue Sur le Mont Chauve. Ça, je ne confonds pas avec Mussorgsky. Il y a une petite dans l'antre, voilà, c'est ça, dans l'antre du roi de la montagne. Voilà. Donc il y a Au matin, dans l'antre du roi de la montagne, la chanson de Solveig. On ne va pas parler de ces pièces-là ce soir. Ce soir, je vous propose de découvrir le Grieg peu connu. Le Grieg discret. So, alors, avant je parle, je dis bonjour un peu au chat. Bonjour Tony. Alors, bienvenue, évidemment. J'espère que ce que je veux te faire découvrir de Grieg et ce que je vais vous faire découvrir de Grieg va vous plaire. Alors, on va commencer par une première pièce. On va commencer par... on va passer sur l'œuvre que vous avez entendue dans l'introduction, dans le générique. C'était la suite Oldberg, suite pour cordes, qui est une suite qui est un hommage aux formes baroques de danse. Vous avez qui sont écrites en l'occurrence par Handel ou Bach. Donc dans la suite, on en parle un petit peu quand même. Dans la suite Oldberg, il y a une aria, un rigodon, voilà, un prélude, une sarabande, une gavotte, un air ou un aria et un rigodon. Voilà, c'est vraiment les danses baroques. Pourquoi Oldberg? C'est un nom qui est un hommage à l'auteur danois Ludwig Holberg. Cette pièce a été composée pour le bicentenaire de la naissance du dramaturge en 1884. Du coup, le dramaturge a vécu dans l'ère baroque, d'où l'idée de cette forme. Et je pense aussi que c'est un hommage à Bach, évidemment, vis-à-vis de toute la patte que Grieg donne dans cette pièce. Il y a vraiment une saveur, surtout dans la sarabande, dans la gavotte, il y a vraiment une saveur nouveau Bach, ce qui est très intéressant. Mais on va pas le repasser maintenant, on va passer à une autre pièce. On va passer à une pièce pianistique.
qui fait partie des pièces lyriques, des lyrics pieces, très connues des pianistes et très connues des personnes qui aiment le piano romantique. On va écouter la deuxième pièce lyrique, la valse, tout de suite. C'était donc la deuxième pièce lyrique, donc la valse. Il y en a dans les pièces lyriques, il y en a une dizaine, je crois. Je vérifie parce qu'il en est composé beaucoup, mais il me semble qu'il y en a une dizaine ou peut-être une quinzaine. Je n'y suis pas du tout. Il y en a 66, voilà. Bon, 66. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opus différents. Donc 10 opus de 8, 6, 7, 6 pièces chacune. Donc c'est un gros catalogue que Grieg a composé de 1867 à 1901, l'année de sa mort. Donc c'est vraiment une œuvre de fin de vie. Euh, c'est vraiment très intéressant. C'est des pièces qui varient entre des pièces un peu plus douces, des pièces un peu plus folkloriques, des danses. Vous avez vraiment beaucoup de genres différents. Euh, des mélodies populaires norvégiennes, beaucoup de danse, une légie. Dans les pièces lyriques suivantes, donc plus 43, 47, 54, il a commencé à donner des noms un peu plus poétiques. On a Voyageur solitaire, Dans mon pays, Oisillon, le très connu poème érotique, qui n'est pas très érotique que ça, hein, mais qui est quand même balèze à jouer, je m'en rappelle. C'est des pièces qui sont pas mal difficiles, mais de toute façon, le répertoire pianistique de Grieg, c'est pas quelque chose de. C'est pas du Satie, quoi. C'est un peu plus compliqué. C'est vraiment une écriture en hommage à Chopin. On en reviendra d'ailleurs. Cet hommage à Chopin, cet hommage aussi à Mozart. Il y a une certaine légèreté qu'on peut retrouver chez Grieg et qu'on peut retrouver aussi chez Mozart. Mais chez Grieg, on trouve avant tout euh, une idée de folklore. Je parlais de Chopin. Et d'ailleurs, Grieg était évidemment, comme beaucoup de musiciens romantiques de son époque et des époques euh, ultérieures, ou antérieures, aussi bien les Russes que les pays du Nord, que les Américains ou les Français. On a vraiment ce rapport à Chopin comme un compositeur très apprécié. Euh, Encore plus que Liszt, bizarrement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommages à Chopin chez les compositeurs d'après Chopin que des hommages à Liszt. En même temps, Liszt a vécu beaucoup plus longtemps que Chopin, donc il y a aussi peut-être une idée
de ça avait pas, ça avait un autre, beaucoup moins de sens de composer pour un compositeur qui était encore vivant qu'un compositeur mort. C'est l'idée d'hommage, du coup. On va écouter l'hommage de Grieg pour Chopin, qui est la deuxième pièce, qui s'appelle Mood. Et Mood, hommage à Chopin. On écoute tout de suite ça. Voilà, c'était l'hommage de Grieg à Chopin, joué par Cyprien Katsaris, qui est un des plus grands pianistes français que j'adore, et d'ailleurs c'est un compositeur extraordinaire, Cyprien Katsaris. Du coup, voilà, on retrouve toute l'esthétique de Chopin. Il y a vraiment un pastiche d'une étude de Chopin très intéressant. On trouve vraiment les phrasés, les thèmes baignés ou noyés dans des flots de notes, des flots de rythme de la main gauche, ce rythme saccadé, ça me fait penser à un prélude de Chopin, d'ailleurs. Je l'ai pas ici, mais je peux peut-être le rajouter si Colin est actif. Euh, Colin, es-tu actif pour m'aider? Je cherche, c'est le prélude numéro, je sais plus, le 7. C'est le 8, voilà. C'est le prélude numéro 8. Le prélude numéro 8. Je te l'envoie, Colin. Hop, hop, tac. Voilà. Et vous allez voir la ressemblance. Si tu arrives, bien sûr, à le faire. Voilà.
Alors, oui, en effet, la ressemblance est pas mal criante. On retrouve vraiment l'idée. Je pense que Grieg le jouait déjà, ce prélude, donc malgré sa petite taille, je rappelle la taille de Grieg, hein, il faisait 1,52 m. Il devait avoir des mains qui faisaient même pas la mienne. Et pourtant, il arrivait peut-être à jouer ça. Et à écrire en plus quelque chose d'aussi intéressant et d'aussi compliqué. Donc, c'est pas un bougre, c'est pas un mauvais Edgar. Et d'ailleurs, on parlait d'hommage. C'est dommage. Bref, on parlait d'hommage. Et il y a un autre hommage assez peu connu de Grieg, fait à Mozart cette fois. Grieg a repris la sonate dite facile de Mozart, qui est la sonate, la 12e, je crois, ou la 13e sonate de Mozart, vous pourrez me dire dans les commentaires, enfin dans le chat, si c'est la 12e sonate de Mozart, la sonate facile. La 16e, voilà, merci. Merci Colin. Bref. Et du coup, Grieg a écrit une version de piano pour cette sonate. Donc vous avez la sonate originelle de Mozart au premier piano et un ajout assez romantique, assez intéressant, assez intrigant au deuxième piano. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'idée. Okay. Excuse-moi. Donc ça, c'est l'idée. Bonsoir, bienvenue. Excuse-moi. Je coupe ma voix. Voilà. J'ai enlevé le casque, c'est pour ça. Il fait un peu mal aux oreilles. En fait, j'ai mis casque sur écouteur, ce qui était un peu déconfortable, si ça se dit pas. Du coup, voilà, c'était la version piano. Et maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous fais écouter la version faite pour orchestre et piano que je viens d'envoyer à Colin. Je t'en prie. Évidemment, ça, c'est une version qui a été arrangée, orchestrée par une personne tierce. On l'entend d'ailleurs dans la qualité de l'orchestration, qui est pas mal. Hein. La qualité de l'orchestration est vraiment pas mal, mais c'est un peu faiblard. Enfin, je trouve. C'est une version que j'ai trouvée sur Internet parce que j'ai une passion des des reprises un peu étranges des pièces pour piano pour des orchestrations en gros. J'ai une passion pour les orchestrations piano. Peut-être que je ferai une émission là-dessus un jour. D'ailleurs, une petite émission hors sujet sur les plus belles pièces pour piano qui ont été orchestrées par des compositeurs aussi plus ou moins célèbres, etc. Bref, on a parlé du Grieg qui rend des hommages. Maintenant, on va parler de sa propre musique avec un super intermezzo pour violoncelle et piano. Je vais en parler un petit peu avant. Donc, l'intermezzo pour violoncelle et piano, je mets juste quelques informations. Vive Wikipédia. Alors,
C'est une pièce qui est pas très très connue en soi. En même temps, les pièces qui sont des pièces pour cordes comme ça sont pas très connues. Des pièces pour chambre surtout pas très connues. Je trouve pas énormément d'informations pour le moment. Donc, je vais vous la passer et après je vous en reparle. Colin, je t'en prie. C'est une pièce qui est pas très très connue en soi. Mais d'ailleurs, je reviens sur ce que Tony a dit. Et exactement, ça ressemble beaucoup à du Brahms. Dans le traitement de la sixte, surtout entre le violoncelle et le piano. C'est assez mélancolique. C'est très lyrique en effet, tu as raison. C'est une pièce vraiment étonnante que j'ai trouvée, qui a pas beaucoup d'informations dessus, hein. Elle a été composée apparemment, ils mettent beaucoup de points d'interrogation dessus. Ça a été composé en 1877, apparemment. Euh, Ma foi, ça serait l'occasion de pouvoir chercher un petit peu plus sur cette pièce. Donc on est rentré dans la musique de chambre. Maintenant, on va continuer sur la musique de chambre avec une pièce un peu plus connue, un peu plus péchue. Il s'agit de la sonate pour violon. Donc cette sonate pour violon,
est beaucoup plus connu que cet intermezzo. D'ailleurs, je cherche la date. A été composée, c'est la troisième, du coup, la troisième sonate pour violon. Pour être plus précis, a été composée en 1887. A été créée en 87, le 10 décembre, à Leipzig. C'est l'opus 45. Et vous allez voir, elle est vraiment agressive. C'est une pièce qui est agressive, mais qui est très 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 belle. On l'écoute tout de suite.
Vous voyez la force de cette pièce. Donc Tony nous dit qu'il y a un style que je trouve plus dépouillé que genre Saint-Saëns, Brahms et Consort. Consort, c'est un compositeur. Ou on semble être plus sur de l'effet que de la technique pure, en effet. Ça me fait rire pour Consort. Du coup, en effet, oui, c'est une écriture qui est beaucoup plus dépouillée, qui est moins dans les grands accords à la Brahms, qui est pas énormément très arpège à fond à la liste, par exemple. On n'utilise pas énormément le clavier. Enfin, Grieg n'utilise pas les ultra graves, les ultra aigus. C'est vraiment un piano qui reste à sa place et qui utilise vraiment qui utilise vraiment les techniques des instruments brillamment. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose en faisant mes recherches. Grieg a beaucoup voyagé en Europe. Il a été adulé en Angleterre, à Prague, à Varsovie. Cependant, il est, et c'est un peu dommage pour nous, les Français n'aiment pas Grieg. En 1894, évidemment. Debussy ne l'apprécie pas, entre autres. Et quand il vient diriger ses œuvres à Paris, les critiques sont très mauvaises, alors que Varsovie et Prague l'acclament. Donc, la preuve que les goûts et les couleurs, même à l'époque, hein, c'était. Voilà. Et on a toujours eu des goûts compliqués. Regardez, on a détruit Wagner, enfin, on l'a rejeté. C'est peut-être pour ça qu'ils nous détestent aussi. Enfin bref. Mais du coup, Grieg est devenu un héros national en Norvège. C'est devenu un héros national norvégien. Surtout au début du XXe, parce qu'il est mort en 1907. Et dans la première décennie du XXe, il est considéré comme un réel héros. Il est invité chez les rois, les empereurs. Voilà, c'est vraiment un compositeur qui a énormément de succès à son époque, qui n'a pas réellement connu de problème. On va écouter à présent sur ma liste, j'ai noté, il est Two Nordic Melodies, donc c'est en anglais, mais il s'agit d'une œuvre pour orchestre de cordes, opus 63. C'est des mélodies nordiques, deux mélodies nordiques pour cordes. Colin, je te conseille de mettre la deuxième directement. Et ensuite, on va passer sur la troisième, par transition. Je t'en prie.
Vous avez entendu ce final? Ce final du deuxième mouvement? Colin, je te propose qu'on le remette. Juste la fin. Ça me fait penser à quelque chose. Juste après, les dernières mesures les dernières mesures de la pièce. Voilà. Juste après. Voilà. Ça vous fait pas penser à Nessun Dorma? Oui, oui, oui. En effet. On a un petit piste. On a trouvé. Ah ouais, c'est vraiment Nessun Dorma. C'est vraiment intéressant ça. J'avais pas remarqué ça. Non, mais moi je l'ai découverte aussi là maintenant, hein. J'ai- Ah non, Tony, ce n'est pas une addiction auditive. C'est la... Je suis sûr. Ah, Colin, on va mettre Nessun Dorma et on va voir si c'est la même tonalité ou pas. Je le mets, je te l'envoie, sauf si tu l'as déjà. Ah bah tu l'as. Mais écoute vraiment l'orchestre là, hein. Voilà. Bref, c'était pour la petite anecdote. Non, mais Tony, oui, oui, t'as raison, mais de toute façon, mais là, ça serait intéressant de savoir qui a piqué qui. Euh, c'est pas vraiment. Nessun Dorma, ça date de quand déjà? C'est une pièce qui date de quand? Nessun Dorma, opéra de Pavarotti, évidemment, hein. Tout le monde sait ça, hein. Il a très bien composé. Voilà, c'est Turando, c'est Puccini. Donnez-moi une date. Donnez-moi une date, s'il vous plaît. Turando. Vous avez peut-être la réponse, vous, dans le chat? Non, mais un arpège, non, il n'y a pas qu'un arpège, Julien. Il y a toute il y a toute l'orchestration derrière. Il y a l'harmonie, il y a l'effet d'orchestre. C'est pas juste des violoncelles qui montent. Que oui, sinon, c'est très facile, hein. 1890, et cette pièce-là, elle date de quand, si on a la date? Je regarde aussi. Et personne ne note les dates, c'est pas possible. Ça, c'est quoi ce travail de anti-musicologue là? Ah bah voilà. Eh bah voilà, qui a piqué qui? Bah c'est Greg.
Bah voilà, démystifier. Surtout que je pense que Grieg a vu Turandot, parce que c'est un peu un opéra qui est passé partout. Comment ça, de 1926? Ah bah oui. Bah, oui, oui, du coup, oui, c'est l'inverse. Bah oui. Du coup, Puccini des côtés. Puccini, c'est pas si mal. Non, au contraire, Puccini, c'est pas si bien. Ah là là, il va falloir brûler des statues et démonter des tableaux. Alors, oui, je sais que c'est l'inverse. Et moi aussi, je préfère Chopin. C'est mon amour. C'est pour ça que je fais pas d'émission dessus, parce que sinon, je ferais 4 heures. Et personne ne veut 4 heures de Chopin. Sauf les chopinistes. So, alors, c'était une petite hallucination auditive, auditive, si on peut dire. On arrive presque à la fin de ce que je vous avais proposé. Il nous reste quelques pièces, mais c'est un peu des pièces cadeaux. C'est des pièces, c'est vraiment des pièces cadeaux parce que c'est le concerto pour piano et la chanson de Solveig, les chopinistes, bien sûr, bien sûr. Colin, je te propose de mettre le troisième mouvement du concerto pour piano. Je te donne pas le minutage, hein, sur la régie. Voilà.
Et maintenant à tous les compositeurs de notre temps, je vous rappelle que ce concerto a été composé. En fait, j'entends ma voix en décalage, c'est pour ça que je fais des pauses, mais je vais couper ma voix parce que sinon c'est. Voilà. Donc, je vous rappelle que ce concerto a été composé en 1868. Je vous rappelle aussi que Grieg avait 25 ans quand il a composé cette pièce. Je vais avoir 25 ans cette année. Voilà. Juste ce petit délire. Parlons évidemment de. Oui, commande-le-moi, le concerto. J'ai un ami un jour, il m'a appelé. Petite anecdote un peu idiote sur ma vie. Il m'a appelé, il m'a dit Kélian, compose-moi un concerto pour Piccolo. Bon, comme il m'a appelé en pleine journée, moi je lui dis putain, ok, tu veux pour quand? En fait, j'ai totalement cru que c'était vrai. Et ce jour-là, j'ai ragé parce qu'il ne m'a pas commandé de pièces. Et oui, c'était du pipeau. Et du coup, tu veux un concerto pour Nicolas Cage. Mais il joue de quel instrument, Nicolas Cage? De tout. Ah oui. Non mais bon, parlons un peu de cette version extraordinaire, exceptionnelle, extraordinaire de ce concerto de Grieg. Bien sûr, Rubinstein, hein. Monsieur 80 ans continue à jouer aussi bien. André Prévin, je crois qu'il est mort aussi. Bon, il avait une tête de Monsieur Burns couplée à Moses Lack, mais c'était l'époque. Faut pas juger. Vu la gueule des lunettes fumées de certains musiciens de l'orchestre, je pense que on est dans les bonnes années 70 là, donc c'est une sacrée capsule temporelle. Ouais. Mais avant de mettre la pièce, je voulais savoir si vous n'avez pas des questions, des choses à approfondir au niveau de Grieg. N'hésitez pas. On est 4, on est bien. Sinon, je parle tout seul. Hein. Ce que j'ai fait pendant 1 heure, donc continue. Hein. Le prochain compositeur. Eh bien, j'ai envie de passer un petit peu à une autre époque, une autre période. Changer un peu Changer un peu de période, ouais. Peut-être un petit duo pour la prochaine. Alors, ça veut pas dire un duo, c'est-à-dire pas dire 2 compositeurs, mais peut-être que j'ai invité quelqu'un. Eh ben, Julien, je vais parler de parler de Vladimir Kostma. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais un compositeur mort? Non, je vais pas parler de Kostma. Non. Enfin, pourquoi pas. Reality, hein, pourquoi pas. Non, mais il a composé la BO de La gloire de mon père, qui est très très belle. C'est un thème aussi qui est magnifique. Et il a composé énormément de choses, donc je pourrais pas tout citer. Non, pas Cosma. Pour l'instant, je laisse la musique de film à Adrien. Parce que c'est son domaine, en fait. Moi, je me concentre uniquement vers les compositeurs classiques, romantiques, baroques. Si on commence à se tirer dans les pattes, on n'a pas fini.
Sinon, je vais commencer à faire. C'est pas du tout ma spécialité en plus. Je vais pas commencer à analyser des BO de films. Et après, je vais faire des interviews. Je vais appeler ça le canapé musical. T'imagines même pas. Je vais évincer tout le monde. Alors, une petite exclue. Bah, ça dépend de d'une personne qui est dans le chat. Si elle veut bien faire ça avec moi. Excusez-moi, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé pendant un petit moment. Donc, si notre cher Julien est d'accord pour faire ça avec moi, je veux bien parler de Rameau. Voilà l'exclu. Donc c'est voilà. Donc on ferait ça à deux, dans une meilleure condition, dans un meilleur endroit peut-être, avec un meilleur matos et peut-être avec un clavier. Peut-être qu'on pourrait jouer nos pièces en live, ce serait intéressant aussi. Je sais pas, plein d'idées. Rameau, il y a. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que Rameau, ben voilà quoi. Là-dedans, il y a énormément de choses. Non, Julien, pas forcément de ton matos, mais je pourrais peut-être investir un jour. On verra ça ensemble, hein. Tu vois, Tommy, tu connais peu Rameau et pourtant Rameau, c'est. Bah, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un peu romantique. C'est du baroque romantique en fait. Alors c'est très compliqué de dire ça. Là, je fais grincer les dents, je sais. Mais excusez-moi, une pièce comme comment elle s'appelle? Comme les tendres plaintes, c'est romantique.